This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com. On arrive à Valence, lui, comme du coup on est dans l'autre sens, c'est lui qui part en premier. Évidemment, après tout ce temps de route et tout, trop envie d'aller aux toilettes. Donc je dis je reviens vite, je vais faire pipi, je reviens vite. Puis les amis ils nous disent c'est maintenant en fait, il faut faire la pause maintenant, sinon après ça sera trop tard. Et là je dis ok là j'en pouvais plus, je dis ok j'y vais. Et je dis je reviens tout de suite et tout. Et en fait le temps que je revienne des toilettes, il y a ses parents qui sont venus et il est parti. Et du coup je reviens dans le bus et ma meilleure amie me dit il est parti en fait. Et une des animes, elle me dit ton Thomas, il est parti. Et là, je fais mais non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça en fait. Et j'avais mon téléphone qui avait plus de batterie en plus, et j'ai été dévastée. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Joanie. Joanie, comment vas-tu ? Ça va, un peu nerveuse. Mais ça, je pense qu'on te le dit souvent. Joanie, tu m'as écrit un très long et très beau mail pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec Thomas. C'est un mail un peu particulier, c'est un mail que tu as mis en musique, car tu as accompagné chaque scène de ton récit par un morceau de musique. Et donc, on rigolait tout à l'heure en se disant que ton mail était en fait une partition ou une playlist. Et j'aime beaucoup cette idée, et je trouve ça hyper chouette parce que j'adore l'idée de mettre une bande-son sur une histoire. Joanie, avant que tu me racontes cette histoire avec Thomas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te prêter au rituel de te décrire en 5 hashtags ? Alors, c'était pas facile comme exercice, vraiment. J'ai eu de l'aide un peu de mes amis et tout ça parce que c'était difficile. Bonne idée. Alors du coup, j'ai mis #âme d'enfant, même si évidemment, j'ai 32 ans donc j'ai une vie d'adulte et tout ça. J'aime beaucoup, l'idée de garder, le regard de l'enfant un peu sur la vie, parfois. Ça me permet de voir des petits détails, de sourire, voilà, plus facilement. De s'émerveiller. Voilà, c'est ça. Ça me donne de la force. Et c'est même une philosophie de vie, je dirais, moi, même. Je trouve que c'est hyper puissant comme façon de voir le monde. Tu avais un deuxième hashtag ? Oui, c'est #pop culture. Le cinéma, la musique, comme tu en as parlé, juste avant, le cinéma, la musique, les livres, les bandes dessinées, les comics, tout ça, ça a une place assez importante dans ma vie. Mes amis aiment bien, mes conseils, mes références et tout ça parce que voilà, je sais pas, depuis toute petite, j'ai développé vraiment une passion pour les récits, pour les choses un peu épiques et la musique, les groupes de rock, iconiques, et tout ça, pour moi, ça fait partie de la pop culture, ça fait partie de notre histoire et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce que tout est extrêmement entremêlé en fait, c'est une part importante dans ma vie. Les groupes que tu as cités dans le mail que tu m'as envoyé, il y avait The Cure. Ouais. Il y avait U2, pardon. Il y avait les Beatles. Bien sûr. J'en oublie ? Et il y avait Queen. Mais ouais, les Beatles particulièrement. Ils accompagnent ta vie ? Ouais. Super. Ton troisième hashtag, c'était ? #épicurienne, parce que je suis une passionnée de la cuisine, de la gastronomie, de tout ce qui est le savoir-faire autour de tous les métiers de bouche et tout ce que culturellement ça vient faire vivre et puis les sensations, les odeurs et tout ça, ça me procure énormément de joie et
c'est ce que je cultive un peu au quotidien, c'est cette envie de faire quand, pas tout le temps parce que ce serait pas possible, mais en tout cas quand c'est possible de faire d'un moment tout simple un truc un peu jouissif, quoi. Et ça, je le vis vraiment avec la cuisine. D'accord. C'est quoi ton métier, Joanie? Et ben là, je suis en reconversion pour devenir cuisinière, justement. J'avais senti un petit truc. Génial. Ton 4e hashtag, c'est Peu cher, c'est hashtag peu cher. Parce que, alors ça, c'est mes amis qui... parce que je dis souvent peu cher, peu chérette quand je parle de personnes. C'est, en fait, j'habite à Lyon, mais je viens du côté de Carpentras, dans le Vaucluse, à l'origine. Je suis venue vivre à Lyon il y a des années de ça, mais le Sud reste quand même, voilà, une part de mon identité. Quand je suis en colère, c'est l'accent du Sud qui revient. Quand j'ai un petit peu bu, c'est l'accent du Sud qui revient. Ok, très clair, on voit bien. Peut-être que quand tu seras émue tout à l'heure, au moment de raconter, tu vas Oui, peut-être c'est possible. retrouver l'accent. Et alors, tu as un dernier hashtag. Oui, alors là, c'est hashtag combativité. Pour le coup, ce sont vraiment mes amis qui m'ont aidé à le trouver parce que j'ai été, bon, comme beaucoup d'entre nous, hein, mais j'ai été mise à l'épreuve plusieurs fois dans ma vie, à plein d'endroits, et je lâche rien en fait. Je lâche rien, je veux toujours plus, je veux comprendre. C'est important pour moi de comprendre le sens. C'est une amie qui m'a dit, voilà, c'est un peu voilà la combativité que j'ai dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie intérieure aussi. C'est-à-dire que voilà, je veux. C'est important pour moi, comment dire, d'aller chercher pas une meilleure version de moi-même parce que c'est pas un terme que j'apprécie, mais plus je peux avancer. Il y a toujours une ressource que je peux trouver, que ce soit à l'extérieur ou en moi. Et voilà, j'essaie de. Bah ouais, je lâche rien, quoi. Merci beaucoup, ça nous fait un joli portrait de toi. Joanie, est-ce qu'on peut remonter à ton enfance et est-ce que tu peux me raconter en quelques mots, dans quel environnement tu as grandi, dans quel endroit et dans quelle structure familiale? Alors, moi, j'ai grandi avec mes 2 parents. Ils étaient encore ensemble, à ce moment-là. Je suis, d'une famille nombreuse parce que j'ai 3 frères et voilà, j'ai grandi, dans un foyer plutôt paisible en soi. On a été heurtés par pas mal de difficultés, comment dire? De la vie, bah, je suis un peu obligée d'en parler parce que ça explique un peu le mood dans lequel je suis, pour après. Donc, j'ai eu des problèmes de santé assez graves quand j'étais enfant. J'ai été en situation de handicap j'ai perdu l'usage de mes jambes pendant plusieurs années et c'est vrai que, ben, le combat de la maladie et tout ça, ça a été central dans nos enfances à mes frères et moi et dans notre vie de famille pendant longtemps quand même. Mais voilà, beaucoup de rires, beaucoup d'émotions intenses, voilà, je me souviens d'énormes fous rires qu'on était capable d'avoir dans des situations complètement, rocambolesques, mais voilà, c'est beaucoup de rires, mais aussi, un peu de souffrance quand même. C'est peut-être ce moment-là que tu as dû faire appel à toutes ces ressources dont tu parlais tout à l'heure face à cette adversité et que tu as développé cette combativité dont tu parlais. Oui, oui, bah, clairement oui. Oui, oui. Tes parents, ils étaient ensemble quand vous Oui. étiez, ouais, ils sont plus ensemble? Alors non, ils sont plus ensemble. Ils ont été ensemble en fait, pendant mon enfance, pour parler un peu du couple de mes parents, c'était un couple qui s'aimait vraiment très profondément. Ça, je l'ai jamais remis en question. En revanche, ils étaient capables de se faire vraiment du mal, vraiment l'un l'autre. Il y a eu des moments où ils se sont séparés pendant plusieurs mois, après ils se remettaient ensemble et ça allait mieux, puis il y avait des disputes et puis, voilà, c'était vraiment en montagne russe, mais en même temps, toujours quand même à cœur de nous garder dans une forme de sécurité. Donc, ils essayaient de faire en sorte que ça nous impacte toujours, au minimum, mais en même temps, sans vouloir nous mentir non plus. Donc, ils étaient assez honnêtes, sur ce qu'ils étaient, comment ils étaient, l'un pour l'autre. À ton avis, ce modèle que tu as sous les yeux quand tu es enfant, est-ce qu'il a un impact sur, la vision que tu développes toi du couple, de l'amour et du coup sur ta façon d'aborder la vie affective quand tu entres dans l'adolescence et que tu commences à avoir, une vie amoureuse? Au début, oui. Les premiers quelques copains, sans parler d'amour, vraiment, c'est plus des rencontres comme ça, enfin, comme on fait à l'adolescence, quoi. Mais je vois déjà à l'époque, je décèle déjà une forme de schéma, un peu récurrent dans des relations
beaucoup de disputes, beaucoup de hauts et de bas, de choses comme ça. Mais ouais, c'était un peu je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui se dessinait à ce niveau-là. Est-ce que, tu parlais, tout à l'heure de ta passion et de la place importante qu'a la pop culture, dans ta vie. Est-ce que, tu penses que, ces références culturelles, cet environnement culturel a aussi, joué sur, influencé ta façon, de voir l'amour et dans notre monde? Je pense que oui. Je pense que ça a joué, non pas sur l'imaginaire que je me faisais, d'une vie de couple ou, d'une relation de couple, mais plus sur la dimension épique de l'histoire d'amour, en fait. J'aimais, voilà, le côté épique, le côté original, aventure, voilà. Ça me plaisait bien. Faite de rebondissements et Oui, voilà, voilà, mais en même temps, j'aimais beaucoup ces amours, là, ce qui me vient en premier, c'est par exemple dans Forrest Gump, l'amour, entre Forrest et Jenny, par exemple, où elle sait qu'il est amoureux d'elle et lui, il sait le lien qu'ils ont tous les 2 et en fait, ils se retrouvent, ils se perdent, ils se retrouvent et en même temps, il y a une forme d'affection paisible entre les 2 où l'un pour l'autre, ils sont un refuge et moi, j'aime bien, ce genre de choses où sans trop se dire, on laisse faire la magie de la vie et on se retrouve à un moment donné quand c'est le bon moment. si on remonte, Joanie, il y a à peine quelques années, une quinzaine À d'années, peine. en 2009 donc si je me trompe pas. Est-ce que tu peux me dire, l'âge que tu as à ce moment-là? Je suis nulle en maths, je suis désolée. Est-ce que tu vis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu traverses? Dans quelle période de ta vie tu es? Est-ce qu'il se passe des choses particulières à ce moment-là pour toi? Alors, à ce moment-là, j'ai 16 ans et je suis en seconde, en fin de seconde. Est-ce que tu as déjà eu des histoires de cœur? Oui et non, pas vraiment. Enfin, comme je disais précédemment, j'ai eu 2-3 petites histoires, comme ça, mais rien de réellement significatif, de marquant. J'ai eu ma meilleure amie à l'époque. Ma meilleure amie vient me voir à la sortie du lycée et elle me dit en gros, j'ai reçu, une offre, de réduction pour un voyage, linguistique à Londres et donc c'est, 15 jours, l'été prochain et on est en famille d'accueil et tout. Elle m'explique toutes les modalités et elle me dit: «Voilà, moi j'ai envie d'y aller. Est-ce que tu veux venir avec moi, quoi?» Et donc on est, début de l'année, 2009 et je suis complètement emballée par l'idée, je Londres, c'est trop un fantasme pour moi. À ce moment-là, je suis en découverte totale de l'histoire des Beatles, de John Lennon, je découvre la culture punk, hippie. C'était genre un signal de la vie en mode: «Oui, j'ai trop envie d'y Mmh. aller, quoi». Donc je rentre chez moi hyper nerveuse et au début, je me dis bon, on roulait pas sur l'or et je savais que quand je demandais quelque chose de ce genre-là, ben, voilà, ça demandait une préparation en amont, quoi. Il fallait faire, un petit PowerPoint, des explications. Fallait défendre ton projet, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, je finis par, prendre mon courage à 2 mains et d'en parler à mes parents et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, pour la petite anecdote, ils avaient prévu, de me payer mon permis de conduire pour que je commence la conduite accompagnée et ils m'ont dit: «Bah, en gros, c'est toi qui décides. C'est soit, tu vas à Londres, soit, on te paye ton permis de conduire» et ben, moi, je choisis Londres, hein, voilà. Pas d'hésitation. Non, sans aucune hésitation. Pour la petite parenthèse, je n'ai toujours pas mon permis de conduire. OK, très bien. Tu as loupé le coche, tu as loupé le coche. J'ai loupé l'opportunité. Et donc, voilà, trop contente, j'attends, ce départ. Alors j'ai plus en tête la date exacte, mais c'était, sur les deux quinzaines, de juillet, les 2 dernières et j'attendais ça avec, impatience avec ma meilleure amie. On en parlait tous les jours, à se préparer des itinéraires de qu'est-ce qu'on allait faire, de qu'est-ce qu'on allait voir, à regarder tous nos films, anglais préférés, à bûcher vachement l'anglais et tout. Bon, ma meilleure amie était quasiment bilingue, à l'époque, mais moi je l'étais pas trop. Vraiment, c'était central, j'étais trop heureuse, quoi. Puis c'était ma première aventure, seule, quoi. Dans mon parcours de vie, dans tout ce qu'on avait traversé avec ma famille et tout, c'était aussi quelque chose de très fort pour, tout le monde. L'idée que, ça y est, je pars, seule pendant 15 jours, dans un pays inconnu, c'est mon aventure à moi et c'était plein d'émotions, quoi. Comment ça se passe le jour du départ?
Le jour du départ, on devait partir le soir. Bon, j'étais surexcitée, bien sûr. J'avais préparé mon sac, je pense depuis une dizaine de jours avant et j'étais vraiment, j'étais vraiment surexcitée. C'était un peu nerveuse parce que beaucoup de détails de logistique. On devait se retrouver à Nîmes, le point de rendez-vous était à Nîmes pour prendre le bus et on remontait toute la France et on allait jusqu'à Calais, en fait, et on descendait enfin voilà, on remontait toute la France et on s'arrêtait à des points de rendez-vous pour récupérer, tout plein de personnes au fur et à mesure, en fait. Tu sais que j'ai l'impression, mais alors j'ai un doute, j'ai l'impression que j'ai fait exactement la même chose, mais c'était pas pour un séjour linguistique. Ah ouais? C'était vraiment, c'est 4 jours à Londres avec des copines, on était partis en bus et tout, pareil, même délire. C'est vrai? Ouais, je m'en souviens Le encore. voyage Bref. initiatique. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Donc je suis bien avec toi là dans ce Ouais, bus. tu vois OK, bien le mood. je vois bien. Et donc, c'est mon papa qui doit nous amener, mes amis et moi, à Nîmes et je suis trop contente. On a en plus l'horaire parce que c'était genre le soir qu'on partait. Du coup, on voyageait de nuit et du coup, enfin, toute la journée, tu es en excitation en mode: «Ah!» Du coup, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose de fort, quoi. Pour moi, c'est vraiment, un truc de Génial. fou, quoi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. J'arrive à Nîmes et je monte dans le bus avec mes meilleures amies et on n'était pas très nombreux, à ce moment-là. On n'était même pas très nombreuses parce qu'il y avait que des filles et dans le bus, du coup, on avait un peu les boules. Ah donc il y avait quand même aussi un enjeu dans la sphère un peu sentimentale quoi, on est d'accord? Oui, oui, je m'étais dit: «Pourquoi pas, goûter à la liberté et puis voilà, goûter à de nouvelles choses, quoi». Très bien, parfait. Mais on part, on commence le voyage. Quelques heures plus tard, on arrive à Valence. La nuit commence à tomber et je sors du bus pour faire une pause et quand je reviens, en fait, je vois les animes, sous un lampadaire pas très loin du bus, avec d'autres personnes. Je perçois la silhouette, une silhouette et là, je me dis: «Bon, déjà, enfin, il y a un mec qui rentre dans le bus». C'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, j'ai vraiment senti, j'ai senti quelque chose. J'ai ressenti un coup au cœur, assez rapidement, alors que je l'apercevais de loin et donc je remonte dans le bus et je m'installe et tout et il finit par monter et quand je le croise tout de suite, j'ai vraiment mon cœur qui bat la chamade très, très vite. Même encore, j'en parle encore maintenant, ça me le fait encore avec, de la chaleur sur le front, Est-ce que tu sais dire à ce moment-là, pourquoi cette personne-là, cette silhouette, ce visage t'interpelle comme ça? Moi, je me souviens vraiment, assez clairement, c'était vraiment la sensation, à l'intérieur de moi que, ouais, vraiment qu'on était au bon endroit. Enfin, je sais pas, c'est une sensation qui est très particulière. Ça m'a fait ça quelques fois dans ma vie. Ce moment où je sens que c'est fluide, c'est À la exactement là bonne place. que ouais, c'est ça. C'est vraiment cette sensation-là. À l'époque, je l'ai pas identifiée aussi clairement. C'est, avec le temps, quand je me suis retrouvée de nouveau dans des situations comme celle-ci, où ça m'a rappelé en fait, à ça et je me suis dit: «Ah oui, en fait, je ressentais déjà à l'intérieur de moi quelque chose de particulier, que j'avais pas tellement ressenti avant». Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu es timide et tu oses pas aller vers lui ou tu te dis: «Bon, bah, il faut que j'arrive à engager la conversation». Tu vas en parler à tes copines? J'en parle pas à mes copines, ça je le garde, pour moi au début. En fait, il s'assoit, de l'autre côté de la rangée, mais juste à côté de moi, en fait. Du coup, je suis assez contente et je voulais essayer enfin, je veux essayer de lui parler, mais je suis, vraiment pas très douée, bizarrement. J'étais pas très à l'aise et en fait, à ce moment-là, il y a une autre fille qui rentre dans le bus, qui le suit et qui s'assoit à côté de lui et moi, du coup, à ce moment-là, je fais: «Oh non, attends, c'est pas possible» parce que, enfin, pour moi et en fait, elle lui parle et tout et je vois bien qu'ils se connaissent donc du coup, je suis en mode, bah, en fait, OK, il est venu avec sa copine, en fait. Ah ouais, OK. Du coup, bah, je dis: «OK, bon, bah, voilà, c'est bizarre mais OK, pourquoi pas», un petit coup au cœur mais je laisse voir venir les choses. On verra ce que ça donne, la suite, quoi. On continue le voyage jusqu'à dans le nord, en fait et en fait, bah, la première fois où on se parle vraiment, lui et moi, tout le monde à peu près s'était endormi et moi j'écoutais de la musique et je sors, un magazine et c'était le Rolling Stone magazine et à ce moment-là, il se tourne, c'était une couverture sur, Michael Jackson puisque c'était peu de temps avant,
après son décès. Et du coup, on commence à discuter musique et tout, tous les deux. Et c'est vraiment très simple. Et là, il me dit qu'il est guitariste. Et là, moi, dans mon fantasme, l'imaginaire, si tu veux, comment te dire que moi, je suis déjà en mode, what? Non mais oh, en Angleterre avec un musicien, non mais c'est pas possible. Le mec coche toutes les cases. Ouais, grave. Physiquement, il est comment, tu m'as pas dit? Physiquement, moi, je le trouve hyper charmant. Il a les cheveux longs, mais comme à l'époque, c'était assez tendance chez les garçons de mon âge, avec un peu la mèche comme ça qui venait sur le front. Et il a cet immense sourire, des grandes dents, et ça lui faisait remonter toutes ses joues. Et il était trop mignon, quoi. Est-ce qu'il est grand? Non, pas très grand. Donc, vous commencez à discuter musique, à parler musique. Il t'annonce, enfin, il te révèle qu'il est guitariste. Bon, là, t'as envie d'écrire dans ton journal intime. C'est tellement ça. Et je suis trop contente. Et en mode, je suis là, bah ouais, bah putain, il est vraiment. Enfin, je sens bien qu'à l'intérieur de moi, ça vibre de ouf, quoi. Et je suis là, c'est pas possible. Est-ce que vous allez parler toute la nuit jusqu'à l'arrivée à Londres? Non. On échange un peu pendant quelques heures, mais non, après, petit à petit, les gens se réveillent et puis on recommence à échanger avec nos amis respectifs et voilà, et puis on fait des pauses ici et là. Et... Non, après, voilà, ça suit son cours. Et quand vous arrivez à Londres, le plan, c'est donc toutes les personnes qui sont dans le bus ont le même âge que vous, en fait. C'est vraiment un voyage linguistique pour les jeunes. Et c'est d'aller dans des familles d'accueil, c'est ça? Donc d'être accueilli par la famille. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, je fantasme complètement ce moment-là. Ça m'est jamais. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Si, ça m'est déjà arrivé en Espagne en voyage linguistique. C'est vraiment un moment particulier dans une vie, n'est-ce pas? Ouais. C'est vraiment particulier. Et puis en plus, on voit arriver plein de personnes différentes, de profils différents, et on se dit, mais laquelle est pour nous, quoi? C'est sur qui on va tomber, quoi? C'est clair. Quand tu y penses. C'est 15 jours, c'est ça? Ouais. C'est long en plus. Enfin, c'est pas 15 jours pleins. En gros, il y a un week-end et on repartait le vendredi de la semaine qui suivait. Donc une bonne dizaine de jours quand même. Ton espoir à ce moment-là, c'est quoi? Que vous soyez dans des familles qui habitent l'une à côté de l'autre avec Thomas ou... Non, pas trop, parce qu'en fait, je savais que quoi qu'il arrivait, le reste de la journée, on allait se voir, parce que en fait, le matin, on avait des cours d'anglais et l'après-midi, on avait des activités organisées par les animes et tout, où on visitait la ville et tout. Donc, je savais que quoi qu'il arrivait, on allait se voir tous les jours, en fait. Alors, sur quelle famille tu tombes, Joanie? C'est la question. Je tombe sur une dame anglaise qui vit dans une banlieue dans l'est de Londres, et c'est vraiment l'archétype de la dame de 60 ans anglaise, quoi. Quand on la voit, je la vois tout de suite, et je pense d'un ton un peu moqueur, mais je dis celle-là, elle est pour nous, quoi. Je regarde ma meilleure amie, elle est pour nous. Et là, en fait, Thomas se retourne vers moi et il me sourit et il éclate de rire. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai mon cœur qui fait un bond dans la poitrine, mais direct, en fait. Et là, je comprends que ce que je ressens, c'est clairement de l'amour, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, waouh, ok, bon, là, ça fait beaucoup. Donc, on va déjà rencontrer la femme qui nous accueille chez elle, et puis après, on verra la suite. Et donc, on se retrouve chez cette dame. Il y avait de la moquette de partout dans sa maison, mais ça, c'est très british. Pas de volets, des rideaux. Ça, c'est pareil en Angleterre, ils n'ont pas beaucoup de volets. Mais je me rappelle de cette moquette. Il y en avait même dans la salle de bain. Il y en avait de partout. Et en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres jeunes, en fait. Alors, c'est plutôt des étudiants. Alors, je me rappelle plus, mais qui venaient un peu de toute l'Europe, voire du monde entier. Je crois qu'il y avait de mes souvenirs, il y avait une fille qui venait du Venezuela, une autre qui venait du Japon, un autre qui venait du Brésil. Enfin, voilà, c'était un peu ce mood-là et tout. Et en fait, c'est une dame qui, clairement, accueille comme ça, chez elle, des jeunes et tout, pour des laps de temps. Eux, ils étaient là pour leurs études. J'imagine que c'était des échanges type Erasmus ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, on se retrouvait tous à table ensemble. Elle regardait... Elle était à table avec nous à chaque fois. Elle nous préparait le repas et tout. C'était pas très bon, mais c'était fait avec le cœur, en tout cas. On a eu des gros fous rires avec ma meilleure amie sur les repas. Ça me fait penser à ce séjour linguistique en Espagne, mon premier avec ma copine Morgane, je t'embrasse. On était en 4e et c'était un peu plus tôt quand même que l'histoire que tu me racontes. Et on parlait pas un mot d'espagnol et on avait appris une phrase, c'était Puedo ducharme. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on se
tape encore des barres de rire avec ce pot d'eau douce charmée. Donc, je comprends l'ambiance. Ah ouais, mais c'était vraiment incroyable. Puis en plus, elle était à table. On était tous à table. Puis je me souviens, elle regardait un feuilleton. Je sais pas si tu vois, c'est une série qui s'appelle, mais je sais plus si ça existe encore, mais ça s'appelait Coronation Street. Et c'était genre une série un peu qui se passait dans la banlieue anglaise, un peu genre Plus belle la vie. Donc du coup, elle regardait ça pendant qu'on mangeait. Attends, Joanie, il faut qu'on revienne sur l'histoire de Thomas. Recentrons-nous. T'as raison. Là, on est parti dans les souvenirs. Ah non, là, on est parti dans les souvenirs, là. Ah, ça me fait du bien, moi, de repenser à ces moments-là. Putain, c'était il y a 30 ans, comme ça me fait moins de bien, par contre. Du coup, tu le revois quand, Thomas? À quel moment tu revois le guitariste? Le lendemain. On se dit bonjour, on se salue. Alors, j'espérais être dans la même classe que lui pour les cours d'anglais, mais j'ai fait mon test d'anglais à l'arrache et du coup, j'ai pas été classée dans les meilleures classes, mais dans les classes les plus mauvaises. Et du coup, c'est mort, je suis pas avec lui dans la même classe. Bon, c'est pas grave. On fait un peu connaissance quand même pendant la semaine et tout ça. Et en fait, le dimanche, on a un quartier libre. En gros, il y a ni d'activité, ni cours. Et donc, on fait ce qu'on veut de la journée. Et donc, nous, on se met d'accord la veille avec ses amis et tout. On se met d'accord que on passe la journée ensemble, quoi. Donc, parce que je précise que la fille avec qui il était dans le bus, c'était qu'une amie et c'était pas sa fille. Ah bah oui, on l'avait oublié. On l'avait oublié, celle-là. Ok. Et oui, il y avait toujours ce point d'interrogation-là. Et donc, on passe ce dimanche ensemble. On fait les magasins, on va visiter Londres, on fait des bornes à pied. Et c'est magique, quoi, parce que il y a presque une bande-son derrière, tellement on s'amuse, tellement on est insouciant, tellement on joue, on rit et on adore, quoi. Et on s'entend super bien. Et ouais, on parle de tout, de musique et tout. Et à partir de ce moment-là, on commence à échanger vraiment par SMS beaucoup, beaucoup. Les SMS n'étaient pas compris dans le forfait. Ouais, donc vous vous voyez pendant la journée. En plus, vous échangez par SMS, c'est ça? Après, quand on se quitte de cette journée, moi, j'ai vraiment... Je sais très bien ce que je ressens pour lui. C'est très clair dans mon esprit. Mais j'ai l'impression qu'il pige pas les signaux que je lui envoie, en fait. Oui, on commence à avoir un peu plus un lien, lui et moi. On passe plus de temps ensemble sur les sorties. On passe plus de temps tous les deux. Il s'est rien passé de notable, mais on est vraiment très proches l'un de l'autre, quoi. Arrive la fin du séjour. Dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que tu as peur de le quitter? Est-ce que tu as peur de lui dire que tu as envie de rester en contact avec lui? Moi, je suis vraiment hyper triste déjà de partir de Londres, hyper triste de savoir qu'on va se séparer. Parce que lui, il vient d'Ardèche et moi du Vaucluse. Je savais qu'on n'allait pas se revoir de sitôt, quoi, et que ça allait être compliqué. Et ouais, du coup, vraiment pas l'envie de rentrer, quoi. Vraiment pas du tout l'envie de rentrer. Et c'est vraiment ce trajet-là, je m'en souviendrai toute ma vie, surtout des sensations où en fait on s'assoit dans le bus, lui et moi, et en fait moi je suis derrière, enfin lui s'assoit devant moi, en fait. On est contre côté vitre et moi en fait d'instinct je tends la main pour qu'elle arrive au niveau de son épaule et lui en fait il m'attrape la main. Et c'était la première fois qu'on avait un contact physique en fait, lui et moi. Et à ce moment-là, j'ai tout mon corps qui est devenu du liquide. Je suis devenue un liquide et on s'est pas lâché pendant tout le trajet. Bon, je parle de plus de 12 heures de bus. Et ça veut dire quoi que vous n'êtes pas lâché? En fait, on est resté main dans la main, sans se parler, sans rien, juste main dans la main, quoi. C'était une sensation incroyable. Du coup, on arrive à Valence. Lui, comme du coup, on est dans l'autre sens, c'est lui qui part en premier. Évidemment, après tout ce temps de route et tout, grosse envie d'aller aux toilettes. Donc, je dis, je reviens vite, je vais faire pipi, je reviens vite. Les amis, ils nous disent, c'est maintenant, en fait, il faut faire la pause maintenant, sinon après, ça sera trop tard. Et là, je dis, ok, là, j'en pouvais plus. Je dis, ok, j'y vais. Et je lui dis, je reviens tout de suite et tout. Et en fait, le temps que je revienne des toilettes, il y a ses parents qui sont venus et il est parti. Et du coup, je reviens dans le bus et ma meilleure amie me dit, il est parti, en fait. Et une des amies, elle me dit, ton Thomas, il est parti. Et là, je fais, mais non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça, en fait. Et j'avais mon téléphone qui avait plus de batterie, en plus. Et j'ai été dévastée. Pendant les quelques heures de trajet qui nous restaient, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'étais là en mode, j'attendais qu'une chose, c'était d'aller dans ma chambre pour déployer Facebook, MSN, recharger mon téléphone. Il fallait absolument que je lui écrive, que je lui reparle. Je voulais voir s'il m'avait écrit, lui, pour me dire quelque chose ou pas, mais j'étais dévastée.
c'était terrible, c'était terrible. Ouais, mon petit cœur. Et puis je suis là en mode, mais moi en fait, un scénario comme ça, j'en veux pas. Moi, je veux pas un livre, un film qui se passe comme ça. J'allais quand même dire, ça fait un peu scénario de film quand même. C'est tellement improbable que ça arrive Ben en oui, vrai. ben oui. Normalement, tu dis au revoir aux gens, il peut pas disparaître comme ça en 5 minutes. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. J'avoue. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu le côté dramatique qu'il faut en mode disparition. Bah là, nous, on a envie de savoir la suite. Ouais. Donc, il a disparu, comme ça, paf. Voilà, c'est ça. Et puis, il m'a quand même écrit un message, mais que je vois que plusieurs heures après, quand j'arrive chez moi. Et là, je vois qu'effectivement, il m'a dit je regrette de pas avoir pu. Un truc du genre qu'il regrettait de pas avoir. Je sais, j'arrive pas à le formuler. Il a pas réussi à me dire au revoir. Voilà, c'est ça qu'il faudra garder au montage. Mais toi, tu crois que je vais couper, mais moi, je vais pas couper. Hein. Mais oui, je sais. Ok, attends, reprenons Oui, nos esprits. oui. Donc, il s'est volatilisé pendant que tu faisais pipi. Tu peux pas lui dire au revoir, t'as plus de batterie, tu peux pas entrer en contact avec lui, tu arrives chez toi, tu vois qu'il t'a envoyé un message qui dit qu'il regrette de pas avoir réussi à te dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Du coup, vous entamez une conversation par message? Ouais, si c'est pas par SMS, c'est sur MSN et c'est messagerie instantanée, donc on échange en temps réel, quoi, tout le temps. On s'arrête pas. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez avoir l'opportunité de vous revoir? Ou est-ce que l'histoire va s'éteindre? Et ben en fait, à un moment donné, on finit quand même par se dire un peu plus les choses clairement, quand même. Et on essaie de trouver une stratégie pour se voir. Donc ça impliquerait que chacun de nous arrive à faire un bout de chemin. Mais du coup, ni lui ni moi n'avons le permis, donc il faut qu'on dise à nos parents: «Bah, amenez-nous ici parce que, on voudrait se voir, quoi». Et là, ça devient délicat. Et du coup, on invente une espèce d'histoire où, on dit à nos parents, que genre on se retrouve avec, tout le groupe, d'Avignon, du voyage, linguistique et qu'on se retrouve tous ensemble, machin et tout, et que du coup, on se retrouve à Avignon pour, passer la journée tous ensemble. Bon, après coup, mon père, me dira, que bon, lui, il y a jamais cru à ce mensonge, mais que du coup, il m'a amené à Avignon de bon cœur. Et en fait, c'était pas le cas. En fait, on passait vraiment juste la journée, lui et moi, en fait, avec nous. Est-ce que pendant cette journée à Avignon, il se passe quelque chose entre vous? Oui, on passe un super moment, mais non, il y a toujours pas, tu vois? On sait pourtant mais il y a rien qui se passe. Vous êtes déclaré votre amour par message ou pas? Ou l'intérêt que vous vous portez l'un à l'autre? Après, quand, on se dit au revoir, à Avignon, il m'écrit un message, peu de temps après, il me dit que il m'écrit qu'il m'aime et voilà. Thomas, j'étais vraiment, genre, la première fille, qui l'envisageait, de façon romantique, en fait. Il s'était jamais trop posé la question et puis il a surtout enfin, à ce moment-là, il était un peu du genre en mode, ben, je vois pas comment une fille peut être intéressée par moi, quoi. Donc il avait pas du tout, les codes, pas du tout. Moi, j'avais eu déjà 2-3 aventures, des amourettes et du coup, j'avais un peu plus, entre guillemets «l'expérience», mais j'étais quand même, très timide parce que les enjeux étaient vraiment pas les mêmes, quoi. Une fois qu'il t'a fait sa déclaration par message, comment tu envisages la relation, toi? Et bien, je suis vraiment dans le mood, ben, c'est parti, on se lance dans une relation. Je veux qu'il devienne vraiment mon petit ami et moi, sa petite amie et c'est comme ça. Enfin, j'ai vraiment envie qu'on parte sur une relation, tous les 2 et lui, c'est pareil. On décide d'en parler à nos parents, que nos parents se rencontrent, voilà, puisque du coup, comme on est sur relation à distance, ça impliquerait forcément que ça implique à chaque fois qu'on se voit, dans la maison de l'un ou de l'autre, en fait. En théorie, en tout cas. Et vous êtes jeune, faut pas oublier que vous êtes super jeune. Bah, ouais, on a 16 ans, quoi. On finit par, se faire une petite réunion avec, les je l'invite, avec ses parents chez moi. Donc, ses parents arrivent, dans ma maison avec ma maman et mon papa, présents et tout, mes frères et tout ça et c'est hyper gênant, c'est horrible, c'est un moment que j'aime pas du tout. C'est vraiment 2 opposés de culture familiale, c'est un truc de fou. Donc il y a vraiment un truc, un peu, pas de conflit ou quoi, mais voilà, tout le monde est un peu mal à l'aise. Les parents de Thomas ont du mal à partir, après pour nous laisser passer l'après-midi, tous les 2 et tout, machin. Enfin, c'est un moment qui est vraiment très inconfortable, quoi. Et du coup, on arrive à s'extirper un peu, on passe du temps tous les 2 dans ma chambre et tout. On passe beaucoup de temps, dans les bras l'un de l'autre. Donc là, on est déjà sur un contact, un peu plus physique
Et c'est vraiment toujours, enfin la sensation elle est toujours présente, quoi. Il y a toujours ce truc, où j'ai envie d'être nulle part ailleurs, c'est impossible, quoi. Enfin et Thomas et ses parents, enfin ses parents reviennent le chercher et Thomas repart. Toujours pas de baiser, hein? Bah, on tente quelque chose, mais c'est pitoyable, je crois il m'embrasse là, moi je l'embrasse, enfin c'est catastrophique et c'était vraiment pitoyable. Et je suis là et moi je du coup, il part et je comprends pas, en fait, enfin, je suis là en mode, ouais, non, là, ça commence à devenir compliqué, en fait. Se dire: «OK, relation à distance et tout», en termes de trucs romantiques, ça fait un imaginaire un peu stylé. Sur le coup, quand, on voit ses parents, qu'on rencontre les parents de son mec, à 16 ans et tout ça, c'est très lourd. Et donc moi, clairement, j'ai angoissé et peu de temps après, j'ai mis un terme à notre histoire, j'ai dit que voilà, que je pouvais pas. J'ai fait en plus, enfin, j'ai vraiment fait ça vraiment pas bien. J'ai fait ça par message et voilà. On est d'accord qu'en fait, vous vous êtes déclaré un attachement mutuel, vous êtes, pris dans les bras l'un de l'autre, mais vous avez jamais été beaucoup plus loin, vous puisqu'il y a eu un baiser raté. Ouais, ah bah, oui, oui, clairement. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment il faut se remettre dans l'état Ouais, d'esprit de nos c'est premiers ça. émois amoureux, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est vraiment, on est maladroit, on est awkward, quoi, c'est vraiment ça, quoi. On est Ouais, c'est ça. maladroit, on se sent gêné, on a peur de dire les choses, on a peur de faire, d'avoir des gestes, moi, je me souviens très bien de ça sur mes premières histoires. C'est vraiment un contexte, particulier. Et donc, tu en arrives, toi, à mettre fin à cette histoire, à cause de la distance, alors qu'il s'est finalement pas passé, il y a pas enfin, tu vois, il y a même pas eu un baiser, quoi. Je le vis super mal et je sais que j'ai vraiment fait souffrir Thomas à ce moment-là. Je sais que, ben, voilà, que j'ai été son premier amour, mais que j'étais, aussi, la première personne qui lui a brisé le cœur. Il en a vraiment souffert, beaucoup. Qu'est-ce que tu lui écris dans ce message quand tu romps avec lui? Je sais plus trop, je sais que j'élude un peu le truc, je dis pas vraiment ce que je ressens, et après en plus derrière je le ghost, je lui réponds plus du tout, je le bloque sur les réseaux, enfin j'ai été lâche, mais 6 000. Vraiment j'ai été, Et radical. ah ouais, très radical. Toi, tu es malheureuse de cette situation? Ouais, ouais, bah oui, clairement. Combien de temps, tu vas le ghoster? Pour toujours, ça y est, c'est fini l'histoire que tu es venue me raconter? Non, non, c'est pas fini, quelle horreur. Après je m'adoucis un peu, je débloque et tout, mais bon, on se parle plus. On se parle pas, plus du tout, on n'échange pas et puis voilà, on fait notre vie, là, pour resituer, on était à peu près sur fin août, 2009. Ben, entre-temps, je rencontre, vers la fin d'année, je rencontre un autre garçon, avec qui je suis et tout pendant quelques mois et lui, ben, je sais pas trop comment il mène sa vie, quoi. Mais un jour, le nouvel an 2010, un 31 décembre à minuit, ben, je reçois un appel de Thomas, en fait et ça sortait de nulle part. Enfin, je vois, Thomas alors déjà que les réseaux sont blindés à ce moment-là, c'est saturé, du coup, tu as jamais aucun appel qui passe, à minuit pile et le seul qui est passé, c'est vraiment celui de Thomas, quoi. Je réponds et moi, je suis genre, «What quoi? Mais c'est un truc de fou et mais pourquoi tu m'appelles et tout?» Et lui, il est hyper désinvolte. Il est hyper désinvolte en mode, «Bonne année, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens?» et tout, machin. Enfin, vraiment un mood, hyper particulier, tu vois? Et je dis: «Ah, et du coup, à partir de là, ben, on reprend contact, en fait et là, on recommence à s'écrire, plus régulièrement. On échange, sur tout, on n'est pas du tout sur une dimension romantique, on est plus sur, de l'amical, quoi. Mais moi, je sens que c'est pas réglé, quoi. Je sens qu'il y a de nouveau des choses qui se passent dans mon petit cœur, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Prendre mon mal en patience parce que j'ai conscience du mal que je lui ai fait, même s'il me l'a pas dit, je le sais et puis moi, j'étais encore avec un garçon quand même à ce moment-là. Faut quand même que je le dise et lui, il était tout seul, il était célibataire, mais au moment où j'ai décidé, de rompre avec, mon petit copain de l'époque, alors pour d'autres raisons, parce que c'était pas une relation ouf ouf, j'ai vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de la gentillesse de Thomas et de sa capacité, de sa douceur et de la simplicité avec laquelle il pouvait aborder, des situations qui me paraissaient hyper, compliquées, pour moi et c'était vraiment devenu une personne ressource alors qu'on s'appelait pas, hein, on échangeait vraiment toujours que par message.
Et en fait, au moment où je me dis, «Bon allez là, c'est bon, j'ai très bien identifié que, bah, moi je l'aime toujours et que j'ai vraiment envie de me mettre avec lui», il m'écrit un message, mais je te jure que ça s'est passé, je m'en souviens très bien, mais que ça s'est passé à 2 heures près quoi, le temps que je réfléchisse au message que j'allais envoyer. Lui, il m'envoie un message où il me parle, bah, du fait qu'il a rencontré une fille, pendant son stage de BAFA et qu'il est amoureux et qu'il est trop content, quoi. Et à ce moment-là, j'ai du plomb dans le cœur, quoi. J'ai du plomb dans le cœur. Et je suis là en mode: «Mais putain, mais c'est pas possible, j'ai complètement raté ma chance», et ça me fait mal et au début, je me dis: «OK, bah, en fait, c'est pas grave». Enfin, en fait, si, c'est grave, mais je laisse, c'est de ma faute. C'est de ma faute donc je le laisse, vivre son histoire, tu vois? Je m'interpose pas, je lui dis pas, j'étais même vraiment déterminée à complètement l'effacer de nouveau de ma vie et tout. Et sauf que j'ai pas réussi, j'y arrivais pas. Donc j'étais, la confidente de son histoire d'amour. Tu deviens sa confidente? Ouais, bah, je suis vraiment son amie, quoi. On parle de sujets profonds. Il me parle de comment il se sent, de ce qu'il vit et tout, et moi pendant ce temps-là, bah, j'ai envie de mourir, hein. Les moments où il est avec elle et tout, bah, moi je suis au fond de mon lit, je pleure, je zone, j'arrive pas à faire des trucs. Il y avait même des moments où ça me rendait malade, quoi, j'en vomissais. J'en vomissais j'étais, Oh là c'était là! affreux, j'avais tout mon corps qui souffrait, quoi, et ça inquiétait vraiment beaucoup, beaucoup mes parents. Ils comprenaient pas trop ce qui m'arrivait parce qu'ils savaient pas du tout ce qui se passait, dans ma vie, personnelle, à ce moment-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Allez, c'est bon, là, stop. Je vais arrêter là, je vais arrêter de souffrir. Il faut vraiment que je passe à autre chose là et puis on va peut-être voilà, on va avancer dans la vie, c'est pas grave, enfin, ça va le faire». Donc bah, voilà, déterminée, je lui dis: «Écoute, voilà, maintenant c'est terminé en fait, je peux pas continuer à faire semblant d'être ton amie». En plus, j'étais super mal à l'aise avec cette position-là. J'avais l'impression d'être un peu un agent double et j'aimais pas trop ça. Et je lui dis: «Voilà», je dis: «Moi, je peux plus, te garder dans ma vie, parce que, j'ai besoin que tu sois présente dans ma vie. Voilà, je te dis les choses, moi, je sais très bien ce que je ressens pour toi, c'est très clair, je t'aime et je sais que je t'ai fait souffrir. Mais là, je dis, moi, j'arrive à un stade où je te dis ce qui en est, mais en tout cas, dans tous les cas, moi, si par miracle, c'est réciproque, ben, c'est cool. Je dis: «Mais si ça l'est pas, je préfère qu'on arrête de se parler, du moins pendant quelque temps, mais au moins le temps que mon cœur guérisse et que je puisse avancer quoi, que je puisse passer à autre chose». Et en fait, bah, je lui écris vraiment par message, sur Messenger en direct, un soir où je rentre de cours et tout. Et là, gros blanc et mode, hors ligne et tout, machin. J'ai «Ah putain», j'ai «Bon, bah, voilà, c'est bon, il s'est déconnecté et tout». Et en fait, il m'appelle et il me dit: «Moi aussi, je t'aime». Et là, j'ai feu d'artifice. Je suis là: Il m'a dit: «Je t'ai toujours aimé», il m'a dit: «Ça a toujours été que toi, mais j'ai peur parce que tu m'as vraiment fait du mal, quoi». Et je lui dis: «Je sais que je t'ai vraiment fait du mal, mais je te promets que enfin mes intentions sont vraiment pures parce que vraiment je sais ce que je ressens pour toi». Et du coup, ben, quelques heures après, il a rompu avec, sa copine. Et à ce moment-là, on s'est dit: «Ben, il faut qu'on se voit, quoi. Il faut qu'on se voit». Faut qu'on s'embrasse? Bah, ouais, un peu quand même, Éventuellement. un peu, ça serait pas mal. Et on se redonne rendez-vous à Avignon. J'arrive à Avignon en première, je suis sur la place de l'Horloge. Bon, ceux qui connaissent Avignon, je sais pas si tu y es déjà allé, mais il y a un immense carrousel, il y a beaucoup de monde, on est au mois de avril-mai à peu près. Et j'arrive en première, j'attends, voilà, sur cette place. Je suis là et j'ai l'impression que j'ai du plomb dans l'estomac, j'ai le cœur qui bat la chamade, je suis en sudation, je suis en mode je le cherche de partout, j'ai l'impression de le voir partout et nulle part en même temps, enfin c'est un truc de malade. Et là, d'un coup, je le vois vraiment et puis je le raconte et je le vois encore. Il est là et il arrive et il est en foulée super rapide parce qu'il sait qu'il est à la bourre et tout. Et là, d'un coup, je vois, il est plus grand, il est plus mature, ses cheveux sont plus longs, il dégage un truc plus masculin et tout. Il a plus d'assurance et tout. Et là, il arrive et je cours vers lui et on se saute dans les bras l'un de l'autre et là, on s'embrasse. Vraiment. Là, j'ai le droit à mon baiser épique, un truc de fou furieux. Dans une gare? Non, sur la place de l'Horloge. Non, pas la gare. Mais vous courez, on a droit à la scène Oui. au ralenti quand même ou pas? Ouais. Non, mais vraiment, c'était ouf, quoi. C'était ouf. On arrive comme ça et ça y est, quoi, on l'a ce baiser. Attends, Joanie, c'est un happy ending ou pas? Oui, c'est carrément un happy ending. Ça s'arrête là, c'est bon? Oui, ça s'arrête là. Enfin non, ça s'arrête pas Ça là. s'arrête pas là, mais à partir de ce moment-là, on Ça s'est plus jamais commence. quittés. Ouais, c'est ça. La grande aventure commence. Donc aujourd'hui, on est 15 ans plus tard. Ouais, Vous êtes mariés? oui, on est mariés depuis 6 ans.
maintenant et on a des jumelles, des petites filles de presque 4 ans. Oh waouh! Ouais, Félicitations merci. et beaucoup de courage. Oui, c'est vrai qu'il en faut. Ah ouais, c'est vraiment une histoire de premiers émois amoureux, quoi. On a du mal à se replonger dans l'état d'esprit dans lequel on est dans cette période-là de nos vies, mais c'est mignon, c'est tellement mignon. Moi, j'ai hâte de vivre ça à travers mes enfants. Ah Il va ouais, moi falloir que je fasse aussi, gaffe parce que je suis du genre à faire l'inquisitrice, quoi. j'avoue, mais moi c'est pareil. Joanie, quand tu penses à cette histoire, qu'est-ce que tu penses qui a été déterminant dans le fait que cette histoire ne reste pas une histoire, qui n'a pas compté pour toi ou une histoire qui n'aurait pas duré? Cette histoire, elle est dès le début, en fait, elle a été hyper importante pour toi et aujourd'hui, ben, c'est une histoire durable puisque ça fait 15 ans que vous êtes ensemble et que vous avez créé une famille. Qu'est-ce que tu penses qui a été déterminant? Ce qui a été déterminant, je pense, c'est vraiment le comment dire? La je crois vraiment l'amitié qu'on a eue l'un pour l'autre et en fait, pendant ces 15 ans, c'est un peu ce qui a fait que quoi qu'il arrivait, on n'a jamais remis en cause, notre couple parce que, parce qu'en fait, c'est mon meilleur ami, en fait et je suis sa meilleure amie. C'est-à-dire que ça fait toujours un peu cliché quand on dit ça, mais moi, je le pense sincèrement. Je lui fais part de beaucoup de mes questionnements et de tout ce qui peut me traverser et lui, c'est pareil. Je pense que à un moment donné, ça a été l'honnêteté dont on a su faire preuve quand, j'ai rompu avec lui, la première fois que je l'ai ghosté et que, tout ça. Clairement, c'était de la peur, mais lui, le fait qu'il ait fait ce pas un jour au mois de janvier et tout, il m'a dit après coup qu'effectivement, il avait fait la fête un peu avec ses collègues et qu'il avait un peu bu, mais et que ça lui a donné le courage. Mais en fait, pour lui, ça aurait été du non-sens, en fait, que lui et moi, qu'on n'ait pas une suite, en fait, qu'il y ait pas quelque chose de réel qui existe entre nous. Est-ce que tu as envie au regard de cette histoire, est-ce que tu as envie de donner un conseil ou un avis ou, de pointer un élément en particulier dans votre histoire, qui pourrait toucher, les auditeurs, qu'ils soient, en couple, en plein crush ou célibataires? Je suis pas trop du genre à donner, des conseils, c'est pas trop mon truc, Moi mais non plus, j'aime pas ça. mais en tout cas, je sais que le respect, c'est très important. C'est un non négociable et avec, Thomas, c'est pareil, de son côté. On a un profond respect l'un pour l'autre et du coup, ça nous pousse à grandir ensemble. C'est mon coéquipier, ça l'a toujours été. C'est-à-dire que, quoi que devienne notre histoire d'amour, à l'avenir, ça restera mon binôme, en fait. Ça restera mon binôme. Est-ce que tu veux lui glisser un petit mot? Oui, lui dire que je l'aime profondément, mais ça, il le sait et il a changé ma vie. Je suis vraiment heureuse de tout ce qu'on a construit ensemble et comment on s'est construit ensemble, parce qu'on a grandi ensemble quand même. Et j'ai hâte de voir, ce que l'avenir nous réserve, parce que là, on est sur un carrefour où on est sur des gros changements de vie, à venir donc j'ai hâte de voir la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.